Le fait est qu'il n'y a personne sur Terre qui veuille s'en prendre à l'Europe ou à l'Amérique. La Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, les ennemis habituels, ne sont pas capables et ne sont pas intéressés à combattre ou à remplacer les États-Unis ou à détruire New York ou quelque chose de ce genre. Le fait est que nous vivons avec ce que Chalmers Johnson appelait aussi l'effet boomerang. Ce qui revient maintenant, ce sont les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé. Et bien sûr, cette politique désastreuse concernant l'Ukraine, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, également parce que le peuple ukrainien ne voulait pas de l'adhésion à l'OTAN. Il n'y a aucune indication de cela avant ou après l'invasion. Vous faites juste cela. Vous n'écoutez personne. Vous conduisez vos propres politiques d'hubris. Vous pensez que vous pouvez tout vous permettre. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, je parle à deux collègues fantastiques qui ont tous deux déjà été sur cette chaîne, mais pas encore ensemble. J'ai avec moi le Dr. Jan Oberg de Suède et le professeur David Gibbs de l'Université d'État de l'Arizona aux États-Unis. Tandis que Jan Oberg a consacré sa vie à la recherche sur la paix et est un critique déclaré du militarisme, le professeur Gibbs, qui est historien, travaille actuellement sur un nouveau projet qu'il appelle « Des armes, du beurre et la politique de la guerre permanente ». Guns, butter and the politics of permanent war. I thought that the two would probably be a great... Je pensais que ces deux-là seraient probablement d'excellents partenaires de conversation. Alors nous sommes ici pour discuter de ce sujet. Comment il semble toujours y avoir de l'argent pour la guerre, mais pas pour les dépenses sociales. Un sujet très actuel, étant donné que l'UUL vient d'annoncer un financement supplémentaire pour les armes, probablement en réduisant les dépenses sociales. Jan, David, bienvenue. Jan, David, welcome. Mike. Merci. Maybe let me start with you, David. Peut-être que je vais commencer avec vous, David. Vous m'avez parlé de ce titre très intriguant sur lequel vous travaillez. Des armes, du beurre et la politique de la guerre permanente. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Qu'est-ce qui doit être discuté? Et de quoi vont parler le beurre et les armes? What's the butter and the guns going to be about? Eh bien, l'idée principale est que le monde et les États-Unis, je suis citoyen américain, donc je commencerai par mon propre pays, mais aussi le monde, avaient une opportunité à la fin de la guerre froide pour un monde essentiellement démilitarisé. C'était une option réelle. Gorbatchev avait proposé l'idée d'un désarmement nucléaire bilatéral, ce qui aurait très probablement conduit à un désarmement nucléaire généralisé. Il y avait des propositions selon lesquelles, avec la fin du conflit des superpuissances, on obtiendrait un véritable renforcement du Conseil de sécurité de l'ONU en tant qu'arbitre des conflits internationaux. On pouvait raisonnablement s'attendre à une réduction considérable des dépenses militaires et à leur réorientation vers des dépenses sociales ou la protection de l'environnement. Aux États-Unis, le terme que nous utilisions était le dividende de la paix. Il y avait une grande attente qu'avec la réduction massive de l'armée et ce qu'Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, nous obtiendrions un dividende de paix. Cela reviendrait au public. Il y avait différentes variations de cela. Les libertariens de droite voulaient réduire les impôts, le rendre aux gens, comme ils aiment le dire, tandis que les personnes plus à gauche voulaient augmenter les dépenses pour les programmes sociaux, les soins de santé, et ainsi de suite. Mais d'une manière ou d'une autre, l'idée était de le détourner des dépenses militaires. J'ai été très frappé par le fait, comme beaucoup de gens, que presque immédiatement après la fin de la guerre froide, une grande série d'intérêts acquis ont commencé à chercher un nouvel ennemi et à chercher une nouvelle justification pour le pouvoir des États-Unis et pour de nouveaux conflits militaires dans le monde. On pourrait penser que le conflit militaire est une mauvaise chose.
Avoir des ennemis est une mauvaise chose. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme aux États-Unis, ayant remporté la guerre froide de manière si asymétrique. On avait l'impression que nous avions gagné la guerre, et il y avait une certaine arrogance et suffisance associée à cela. Encore une fois, il y avait aussi de l'anxiété concernant les intérêts acquis qui avaient bénéficié de la guerre froide, qui allait au-delà du complexe militaro-industriel. Je veux dire, je suis un universitaire, et le monde universitaire en a énormément profité. Il y avait une énorme quantité d'argent qui affluait dans le monde universitaire en lien avec la guerre froide. De nombreux universitaires travaillaient discrètement pour la Central Intelligence Agency ou l'armée, ou quelque chose de lié à cela. C'était en fait une sorte de filon, et ils s'en allaient. Et donc l'idée était que pendant environ une décennie, il y a eu un effort pour trouver un nouvel ennemi. Et finalement, nous avons trouvé un nouvel ennemi. Et nous voilà en guerre avec l'un de nos nouveaux ennemis, la Russie. Donc la question pour mon projet était comment ça s'est-il produit et pourquoi ça s'est-il produit. La raison pour laquelle je me suis concentré sur la question des armes contre le beurre est que le public aux États-Unis, et je soupçonne dans la plupart des pays, a toujours été au moins quelque peu méfiant à l'égard de l'idée de guerre. Parce que je pense qu'il y a une compréhension instinctive chez la plupart des gens que les guerres sont, en premier lieu, des affaires sanglantes, mais aussi des affaires coûteuses. Et inévitablement, les dépenses de guerre réduiront leur niveau de vie. Et c'est vraiment vrai, même en période de croissance, durant les années 50 et 60. Il y a des preuves que dépenser pour l'équipement militaire est une manière moins efficace de créer des emplois et de la croissance économique que de dépenser pour des activités non militaires. Et maintenant, vous avez essentiellement un compromis direct, à la fois en Europe et aux États-Unis, entre les armes et le beurre. Plus nous dépensons pour l'armée, comme ils proposent de le faire en Europe, moins ils auront pour l'État-providence européen. Il en va de même aux États-Unis. Et donc je pense qu'il y a toujours eu la suspicion parmi les gens ordinaires que la guerre est mauvaise pour eux. Il y a donc toujours eu une grande nécessité de la part des élites de fabriquer le consentement, pour utiliser l'expression de Noam Chomsky, ou celle qu'il a popularisée. Je pense que c'était un journaliste, j'oublie son nom, qui l'a inventé. Mais en tout cas, fabriquer le consentement, utiliser la peur et l'inflation des menaces, comme certains l'appellent, comme moyen de générer un soutien populaire pour surmonter la réticence naturelle des gens ordinaires à accepter la guerre et à accepter des dépenses massives pour la guerre. Je vais donc réaliser ce projet sur la façon dont cela s'est produit aux États-Unis. J'utilise des archives, je suis historien, et les archives sont maintenant principalement ouvertes sur cette question. J'aimerais donc voir ce que les figures élites disaient en privé, pas seulement en public, sur quels étaient leurs intérêts, comment ils voyaient leurs intérêts, comment ils manipulaient la situation pour mieux avancer leurs intérêts, quel type de menaces ils essayaient de développer, et comment ils essayaient de les développer, et finalement, comment convaincre le public d'accepter ces choses. C'est donc le sujet de mon projet de recherche. Je vois cela comme quelque chose de très contemporain, car nous traitons maintenant les effets à long terme de ces questions telles qu'elles se sont déroulées sur des décennies, y compris une guerre très réelle avec la Russie, qui a menacé à plusieurs reprises de devenir nucléaire, ainsi qu'un processus à long terme de remilitarisation et d'augmentation des dépenses militaires, qui semble être en cours actuellement. C'est un projet fascinant. Et Jeanne, je veux dire, vos recherches sur la paix ont dû également aborder beaucoup cette question de la manière dont la guerre est constamment reconditionnée pour être vendue au grand public. Pouvez-vous en parler?
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense qu'il y a une légère différence entre la façon dont les Américains auraient perçu cela après la guerre froide et notre perception en Europe, car l'Europe a toujours été dépendante, et l'OTAN existe pour garantir que les États-Unis ne seront pas menacés en cas de guerre. Mais notre fondation, par exemple, en 1990, a écrit un long article sur exactement comme vous l'avez dit, les opportunités qui se sont présentées avec la disparition de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. En tant que jeune étudiant, lorsque j'écrivais ma thèse, je suis allé interviewer des officiers de l'OTAN qui étaient très aimables et très sincères. Et ils m'ont dit deux choses. Nous sommes ici parce que nous ne voulons plus jamais de guerre comme la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes ici parce que le pacte de Varsovie et l'Union soviétique nous menaçaient et nous devons avoir une sécurité contre cela. Donc, la chose logique aurait été, ce que nous avons également écrit il y a 35 ans, que l'OTAN aurait dû disparaître parce que la raison d'être de l'OTAN était l'existence de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, qui était certainement dans une certaine mesure, comme aujourd'hui, considérés exclusivement comme des ennemis psychologiquement, politiquement et militairement. À cette époque, la philosophie était que si nous avions un équilibre entre nous, cela aurait un effet stabilisateur. Le pacte de Varsovie avait toujours un maximum de 60% à 80% de la capacité de l'OTAN en termes de dépenses militaires. Un armement non conventionnel, plus fort, pas si fort, relativement fort, parce que les États-Unis avaient des armes nucléaires stationnées déployées en Europe. Mais pour faire court, nous avons totalement manqué l'opportunité, délibérément je dirais, que Gorbatchev était un homme très décent, visionnaire et moral, à mon avis, l'un des plus grands hommes d'État des temps modernes, sinon le plus grand. Car ce qu'il a dit était « créons une maison européenne ». Une sorte de Nations Unies en Europe, un lieu où nous discutons des griefs que nous avons. Olof Palme, le Premier ministre suédois, a mis son nom sur cette commission et a parlé de sécurité commune. En termes simples, vous ne pouvez pas être en sécurité vous-même si l'autre partie n'est pas non plus en sécurité avec vous. Et donc, je pense que ce qui est très bien décrit et que vous trouverez également dans les archives américaines, telles que le National Security Archive, c'est que l'administration Clinton trichait parce que parce que l'accord était, et c'est bien documenté, que tous les dirigeants occidentaux importants se sont assis avec Gorbatchev dans sa datcha à l'extérieur de Moscou et lui ont promis que si les deux Allemagnes pouvaient être unies en une seule Allemagne et être membres de l'OTAN, nous n'élargirions pas l'OTAN d'un pouce. Maintenant, c'est très bien documenté. L'OTAN ment à ce sujet. L'Union européenne ment à ce sujet parce qu'ils utilisent autre chose, vous savez. Gorbatchev a dit quelque chose dans un autre type d'article ou d'interview. Le fait est que tout cela est consigné par écrit et peut être trouvé dans les archives. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Il y a aussi ce livre énorme de 550 pages par Sarot sur toute cette affaire, qui était une politologue, une jeune étudiante, écrivant sa thèse à Berlin à l'époque. C'est là que nous avons décidé que nous, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN, avons décidé que nous voulions être numéro 1. Nous voulons dominer. Nous profitons du fait que la Russie est à genoux. Et elle était à genoux. Je veux dire, j'ai visité le pays dans les années 70 et 80, et vers la fin, il n'y avait rien sur les étagères. Aujourd'hui, c'est la 4e plus grande économie du monde, plus grande que le Japon. Ils ont connu une croissance phénoménale, même avec les sanctions. Donc la seule chose que nous avons complètement mal faite a été d'élargir l'OTAN, de dominer et de le faire sous le nez de la mère Russie. Et ce que vous ne pouvez pas faire, vous auriez peut-être pu le faire avec le Monténégro ou la Croatie
ou quelque chose comme ça, mais vous ne pouvez pas le faire avec l'Ukraine. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas intégrer l'Ukraine. Je veux dire, qui connaissait les questions de sécurité. Nous en sommes là aujourd'hui à cause de cette arrogance et de ces politiques très imprudentes sur l'expansion de l'OTAN. Et ensuite, faire cela, et faire payer les citoyens européens pour cela, parce que toutes ces armées sont financées par les contribuables. J'aimerais voir une résistance fiscale, vous savez, des gens refusant de payer cette partie de leurs impôts allant à l'armée, parce que vous ne pouvez les amener à le faire que par l'idéologie, les mensonges et la propagande, que les Russes arrivent. Je veux dire, en ce moment, je ne suis pas en Suède, mais dans le sud de la Suède où je vis, des experts de haut niveau dans l'armée suédoise ont sérieusement dit que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que Poutine débarque dans le sud de la Suède et fasse une occupation partielle de la Suède. Je veux dire, on est dans le territoire de Monty Python. C'est totalement idiot. Et personne ne demande quel est le scénario pour que cela se produise. Que s'est-il passé avant qu'il n'atterrisse sur la côte sud de la Suède? Et donc cette tromperie honteuse des gens et des contribuables est quelque chose dont nous voyons les résultats aujourd'hui. Et ce à quoi ils n'avaient jamais pensé, c'est que Trump ferait ce qu'il disait qu'il ferait. Et maintenant, ces imbéciles en Europe sont assis là sans avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire, parce que les États-Unis s'en vont. Il quitte l'Ukraine. Il abandonne tout ce qu'il a dit. Il ne se soucie plus de l'Europe. Nous savons tous que cela a à voir avec la création de certains motifs. Nous avons terminé avec les Russes pour que vous puissiez consacrer vos énergies à combattre la Chine à l'avenir, ce qui sera également totalement contre-productif et catastrophique pour l'Occident. Mais il ne le voit pas de cette façon. Donc, pour faire court, nous sommes la raison pour laquelle nous sommes dans la situation que vous avez décrite et que votre projet traiterait, à mon avis. Et tout cela aurait pu être évité si, au lieu de cela, nous tendions la main et disions « faisons une sécurité commune ». Faisons de la résolution de conflits au lieu du militarisme et de plus en plus d'armement. Mais la question est, pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Je veux dire, pas pourquoi ne l'avons-nous pas fait. Pourquoi ça ne s'est-il pas produit? Parce que l'hypothèse est que la militarisation est motivée par des perceptions de peur, du moins dans les relations internationales, n'est-ce pas? Et puis le dilemme de sécurité, etc. Mais une fois que cette peur disparaît, l'hypothèse est que nous nous démilitariserions. Mais maintenant, il y a cette étude très intéressante, et elle est très importante, de 2019 par Siddhita Kushi et Monica Duffy-Toft, introduisant un nouveau projet d'intervention militaire, un nouvel ensemble de données sur l'intervention militaire des États-Unis de 1766 à 2019. Et dans cet ensemble de données, ils ont fourni, je veux dire, vous pouvez le consulter. Et peut-être, David, ce serait intéressant pour vous en tant que ressource. Ils ont découvert dans cet ensemble de données, où ils analysent environ 200 interventions militaires que les États-Unis ont effectuées depuis 1766. Ils ont découvert que plus de 50% ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, et plus de 50% de ces 50% ont eu lieu après la fin de la guerre froide. More than 50% happened after the Second World War, and more than 50% of those 50% happened after the end of the Cold War. So the end of the Cold War did not lead to a reduction. La fin de la guerre froide n'a donc pas conduit à une réduction des interventions américaines. Au contraire, elles ont augmenté. Et cela est contre-intuitif. Nous devons comprendre pourquoi, car même la théorie contemporaine des relations internationales, du moins la plupart, suggérerait le contraire. Nous sommes donc actuellement complètement perdus. Et oui, la stupidité dont tu parles, John, est complètement vraie. Mais comment cette stupidité a-t-elle réussi à se manifester au lieu de l'évidence, comme plus d'argent pour le beurre? David, peut-être veux-tu reprendre la parole? David, maybe you want to pick up again?
Je vais simplement souligner à quel point la situation est vraiment étonnante, que nous en sommes à un point avec une présidence Biden récemment terminée aux États-Unis. C'est une présidence qui a essentiellement mis en suspens toutes les négociations significatives avec les Russes. Il n'y avait aucune discussion de haut niveau, aucune discussion en face à un niveau élevé sur quoi que ce soit. Quelques appels téléphoniques sur des questions très restreintes du secrétaire à la Défense à son homologue russe, et ainsi de suite, mais des questions très restreintes, pas de discussion présidentielle. C'était comme si les États-Unis et la Russie avaient rompu leurs relations diplomatiques. Je dis comme si parce que nous avions encore des ambassades, mais elles étaient complètement gelées, comme si elles n'existaient pas ou pratiquement pas. Cela ne s'est jamais produit pendant la guerre froide. Ça va bien au-delà de ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Pendant la présidence de Reagan, dont je me souviens très bien, ce n'était jamais aussi mauvais. Donc à certains égards, ce que nous voyons ici est franchement, historiquement, ce qui pourrait être qualifié de politique étrangère extrémiste. C'est vraiment le seul mot pour le décrire. C'est plus extrême que tout ce que nous avons vu depuis 1945. Une volonté de s'approcher du bord de la guerre nucléaire et de presque rire à la perspective que cela puisse arriver et de l'écarter. À un niveau, encore une fois, que je n'ai jamais vu auparavant dans la politique étrangère américaine. Et j'ai vu la même chose en Europe. Les Européens suivent simplement les Américains comme des chiens loyaux ou quelque chose comme ça. Pardonnez l'analogie, mais c'est presque comme ça. Et la situation est... Voici juste un exemple. En 1992, une fille de 12 ans a écrit une lettre à Yuri Andropov, le dirigeant soviétique de l'époque. Elle a été invitée en Union soviétique. Avec beaucoup de fanfare, elle a visité l'Union soviétique. Parce qu'elle était une enfant, elle a été traitée très gentiment par la presse américaine et elle n'a pas été vilipendée parce qu'elle était une enfant. Cela a attiré une attention positive pour la plupart. C'est impensable que cela se produise maintenant. Si même un enfant allait en Russie dans ces circonstances, il y aurait une vilification pure et simple d'eux en tant qu'agents russes. C'est donc vraiment un niveau de haine sans précédent. Aussi, une personnalisation sans précédent. Pendant la guerre froide, notre ennemi était le communisme. Même sous Staline, il n'y avait jamais eu cette personnalisation intense et cette haine dirigée personnellement comme ce que nous voyons régulièrement envers Poutine. C'est presque une simplification du retour de la théorie du grand homme ou du grand méchant de l'histoire comme principe organisateur unique. Et donc c'est vraiment un développement extraordinaire. Une des choses que je veux souligner, encore une fois, je n'ai pas encore répondu à la question du pourquoi, mais je veux juste noter jusqu'où cela est allé. Une autre chose que je veux souligner est qu'il y a un politologue très éminent nommé Chalmers Johnson, qui est maintenant décédé. J'ai eu l'occasion de le connaître de son vivant. Il était un politologue très en vue et très pro-militaire tout au long de sa vie. Il a été consultant de longue date pour la CIA et avait une habilitation de sécurité top secrète. Il était professeur à Berkeley, mais il était très étroitement intégré aux éléments les plus militaristes de l'establishment de la politique étrangère. Il était détesté par le mouvement anti-guerre du Vietnam, parce qu'il était tellement pro-guerre. Il a complètement changé après la guerre froide, et a écrit une série de livres, y compris le livre Blowback, écrit en 2000, qui soutenait que tous les problèmes de sécurité auxquels l'Amérique est confrontée, et il se concentrait spécifiquement sur les États-Unis, ont été créés par la politique étrangère américaine. Les forces armées des États-Unis, le département d'État, le Conseil de sécurité nationale, ce sont des machines génératrices d'insécurité, c'est ainsi qu'il l'a formulé. Et que fondamentalement,
tous les ennemis auxquels nous faisons face étaient des créations des actions américaines passées. C'est ce qu'il a dit. Il a écrit cela 1 an avant les attaques terroristes du 11 septembre, mais c'était une complète validation de tout ce qu'il avait dit. Pour ce que ça vaut, je note qu'immédiatement après les attaques terroristes en 2001, j'ai organisé un panel à l'Association américaine de sciences politiques pour discuter de ces idées. Il était là et on lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis ? Pourquoi êtes-vous passé de cette image fortement célébratoire des interventions américaines à l'étranger à des critiques très sévères ?» Et il a dit que c'était la fin de la guerre froide. Et il a dit que l'idée que j'avais en tête était précisément ce que John avait mentionné, que la CIA et les bases à l'étranger et les flottes autour du monde, les armes nucléaires, c'étaient des mots nécessaires. Ils étaient des mots, mais des mots nécessaires pour se protéger contre une menace soviétique. Et l'hypothèse associée était que si la menace soviétique était un jour éliminée, ces choses disparaîtraient simplement. Et il a dit qu'il était stupéfait par le fait que cela s'était produit. L'Union soviétique a été effacée de la carte, littéralement effacée de la carte. Et il y a eu très peu de changements dans la politique étrangère des États-Unis. Et il a dit qu'il devait tirer des conclusions, que ses hypothèses sur la politique étrangère des États-Unis avaient été incorrectes depuis le début. Et peut-être que c'était les États-Unis qui étaient davantage la partie agresseur pendant la guerre froide. Et il a dit que c'était très clairement la partie agresseur après la guerre froide, parce qu'elle n'avait aucune menace pour sa sécurité. Elle se contentait de créer des menaces pour la sécurité. Et la question est, pourquoi? Et la réponse est les intérêts acquis. Vous aviez toute une série d'intérêts acquis qui se sont développés autour de la guerre froide en commençant par le complexe militaro-industriel, mais s'étendant bien au-delà de cela. Vous savez, vous aviez l'armée en uniforme, le monde universitaire, le journalisme, les think tanks, de grandes entreprises qui ne fabriquent même pas d'armes, ont grandement bénéficié du complexe militaro-industriel. En particulier celles qui ont de lourds investissements en capital à l'étranger et veulent les protéger. Cette série d'intérêts déplorait essentiellement l'idée que les bases et flottes américaines à l'étranger pourraient disparaître et que toutes ces dépenses militaires disparaîtraient sans menace. Et donc il y avait vraiment un effort non seulement pour continuer l'empire américain des bases, pour utiliser l'expression de Thomas Johnson, mais pour étendre l'empire des bases et profiter de l'effondrement de l'Union soviétique pour établir un monde unipolaire sous domination américaine et créer toute une nouvelle série de justifications et une toute nouvelle série d'ennemis pour permettre la continuation et l'expansion des intérêts qui ont bénéficié de la guerre froide. C'est mon hypothèse, et donc j'attendrai de voir ce que je trouve dans les archives. Mais c'est l'hypothèse de travail que j'adopte pour ce projet que je commence maintenant. Jean, en sciences politiques, nous parlons aussi, au lieu d'utiliser le mot histoire, nous inventons parfois de nouveaux termes absurdes. L'un d'eux est la dépendance au sentier. Oui, le simple fait que vous n'avez pas de moment de tabula rasa, n'est-ce pas? Vous entrez dans le nouveau à partir de ce que vous avez déjà. Pensez-vous que ce dont David parle n'est qu'une dépendance au sentier inévitable sur les structures qui essaient de continuer à se justifier et donc continuent à faire la guerre et à semer la peur? Non, honnêtement, je pense que nous avions le choix. Nous aurions pu faire autrement. Mais il y avait des raisons, des motifs et des forces motrices qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est bien sûr l'hubris. Nous sommes si bons. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons diviser la Yougoslavie. Nous pouvons faire ce que nous voulons parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique. Il y avait un petit mécanisme de freinage sur ces choses. Mais ensuite, c'était à fond. Faisons ce que nous voulons.
Faisons l'Irak, faisons l'Afghanistan, faisons la Syrie, faisons ce que nous voulons. C'est une chose. Mais je pense qu'il y a des raisons très évidentes, car la question de David est « Pourquoi cela s'est-il produit ?» L'une d'elles est ce que j'appelle le complexe militaro-industriel médiatique académique. D'une certaine manière, j'en avais une version plus simple. Mais c'est comme vous le dites, les think tanks, les universités de recherche, le clergé des experts en sécurité, qui n'ont aucune idée de la paix, soit dit en passant. Deuxièmement, l'Occident est en déclin. Et quand vous ressentez cela sur tous les indicateurs de puissance, le seul où vous êtes sans égal est le militaire. Alors vous voyez tout comme un problème militaire. Parce que votre économie, votre capacité d'innovation technologique, votre pénétration culturelle, la façon dont les gens en dehors de l'Occident perçoivent votre légitimité sont également en baisse. Donc ce que vous faites, c'est maximiser ce type de pouvoir où vous êtes le plus fort. Et bien sûr, cela ne fait qu'accélérer le déclin et la chute, et les États-Unis et l'Occident sont en déclin et en chute. Troisièmement, j'ai peur d'offenser certaines personnes, mais je dis que l'Occident aujourd'hui est dirigé par une kakistocratie. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne se soucient pas de l'analyse, des complexités, qui ne regardent même pas 1 ou 2 mois ou 1 an à l'avance, aux conséquences de leurs décisions d'aujourd'hui. C'est la panique, c'est de l'émotion, c'est tout sauf de la rationalité. Je veux dire, à mon avis honnête, il n'y a aucune raison d'appliquer la science politique ou les relations internationales ou les doctrines stratégiques ou quoi que ce soit pour comprendre comme nous le faisions dans le bon vieux temps. Nous devons nous tourner vers la psychiatrie, la théologie, la psychologie, la pensée de groupe, ce genre de choses, pour comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'utiliser les concepts classiques de la science politique ou de la recherche sur la paix d'ailleurs pour comprendre ce qui se passe maintenant. Nous sommes bien engagés dans quelque chose de très étrange et de très dangereux. Et une pensée de groupe que je vois juste en Europe maintenant. Tout le monde continue de soutenir Zelensky. Je veux dire, personne ne voit-il les signes avant-coureurs. Nous soutenons une guerre qui est déjà terminée, que cela vous plaise ou non. Et tout s'arrêterait si un leader européen disait « Nous avons décidé que nous ferons tout pour l'Ukraine, mais pas l'adhésion à l'OTAN ». Ce serait la fin de l'histoire. Mais pour faire court, je pense que certaines de ces choses, si vous voulez être philosophique à ce sujet, et peut-être théologique aussi, je ne suis pas théologien, mais j'ai longtemps eu le soupçon que le monde chrétien occidental ne peut pas vivre sans ennemis. Je pense que David a eu une très bonne formulation rapide de cela. Que faisait-il peu de temps après la disparition de l'Union soviétique? Parce que, oups, vous ne pouviez plus présenter cela comme une menace. Cela n'a jamais été une menace pour l'OTAN ou les États neutres. Ils n'ont jamais envahi l'OTAN ou les États neutres. Mais ensuite, vous en avez trouvé d'autres. Vous avez trouvé la guerre du Koweït. Vous avez trouvé la Yougoslavie. Vous avez découvert que Milosevic était un nouveau Hitler. Vous avez trouvé Mohamed Farah Aidid en Somalie. Vous avez trouvé et insisté sur le fait que Saddam Hussein possédait des armes nucléaires. Vous êtes soudainement passé de l'appeler Muammar Kadhafi ou chef d'État ou officier ou colonel ou peu importe. Il était le dictateur Kadhafi. Et vous pouvez continuer comme ça. Je me souviens comment Madeleine Albright courait partout, évidemment, chaque lundi matin, essayant de découvrir qui devrions nous détester et qui devrions nous voir comme une menace cette semaine. Et puis les Russes étaient de retour. Parce que si vous élargissez l'OTAN, vous provoquez tellement. Si vous élargissez l'OTAN, et le faites jusqu'à et avec l'Ukraine, et puis c'est arrivé. À mon avis, dans une certaine mesure, on pourrait dire que Poutine est tombé dans le piège.
Parce que c'était ce dont tous les complexes militaro-industriels, médiatiques, académiques du monde occidental avaient besoin. Leur dire qu'ils arrivent demain. Nous ne pouvons même pas avoir d'orchestre russe jouant. Nous ne pouvons pas avoir plus de 5 personnes dans les ambassades. Nous n'aurons rien à faire avec eux. Nous annulons les vols. Nous annulons les nouvelles. Nous faisons tout ce que nous n'avons même pas fait pendant la vieille guerre froide. Alors maintenant, nous avons le bel ennemi dont le complexe militaro-industriel médiatique académique a besoin si vous êtes une kakistocratie. Vous savez, ce genre de stupidité n'est pas ce que Willy Brandt aurait fait, ou Bruno Kreisky, ou De Gaulle, ou Urho Kekkonen, ou Anker Jörgensen, ou Olof Palme, parce qu'ils étaient des intellectuels et qu'ils avaient une expérience de la guerre. Ces gars-là, si vous regardez Kai Kallas aujourd'hui, vous voyez où nous en sommes. Le niveau ne peut pas être plus bas, honnêtement. Mais nous avons besoin d'une explication sur la façon dont cela se produit en tant que phénomène sociologique, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des marionnettistes maléfiques au sommet. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres. Mais c'est un système, n'est-ce pas, où différentes parties s'interconnectent. Et nous avons besoin d'une explication pour comprendre pourquoi diable vous entreriez dans un mode suicidaire. Surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. Compte tenu de ce que vous venez de dire sur l'administration Biden, risquant une guerre nucléaire sans raison valable, en période de prospérité, ou en sortant de période de prospérité, n'est-ce pas? Alors que dans les mauvais moments, lorsque les choses étaient beaucoup plus tendues et que le conflit idéologique faisait rage, cela engendrait plus de réalisme en termes de tentatives de désescalade. David, qu'en penses-tu? Parce que toute la théorie de la paix démocratique repose sur le fait que les démocraties aspirent à la paix, parce que ce sont les gens qui en paient le prix, n'est-ce pas? Et donc, ils veulent plus de beurre et moins de guerre. Mais il semble que cela ait toujours été un vœu pieux et non une réalité. Et je pense que tes recherches en témoigneront. En fin de compte, j'adopte une sorte de point de vue économique, en quelque sorte matérialiste. J'ai un passé marxiste, donc je cherche toujours les motivations économiques derrière ces choses. La motivation économique ici était clairement l'ensemble des intérêts acquis qui ont bénéficié de la guerre froide. Ils ne voulaient pas perdre cela, comme je l'ai discuté. Et donc, je pense que c'est la cause profonde. Le problème est que pour soutenir cet agenda, vous avez besoin de propagande. Vous avez besoin de la fabrication du consentement, comme je l'ai noté. Et le problème avec cela est qu'avec le temps, les élites ont tendance à croire leur propre propagande et à en être dépassées, ce qui tend à produire le genre de kakistocratie, pour utiliser l'expression de Jan Oberg, et le genre de politique autodestructrice que nous avons ici. Vous devez créer cet énorme croque-mitaine historique mondial nommé Vladimir Poutine. Imaginable. Aux États-Unis, chaque fois que quelque chose tourne mal, c'est toujours « Poutine doit l'avoir fait ». Si une centrale électrique tombe en panne dans le Vermont, ou quelque chose comme ça doit être une preuve que les services de renseignement russes l'ont fait. Littéralement, nous avons vu cela au cours des 8 dernières années. Et je pense que vous savez, les gens commencent à croire leur propre propagande. Et c'est devenu assez fou. Je pense qu'un événement particulièrement significatif a été l'élection de Donald Trump dans ce pays. Encore une fois, l'Europe, Jeanne peut en parler. Vous pouvez en parler, Pascal. Mais aux États-Unis, mon propre pays, l'élection de Donald Trump, je pense, a vraiment perturbé l'esprit des gens et les a empêchés de penser clairement. Immédiatement, l'explication que les gens ont donnée, plutôt que de reconnaître que les démocrates avaient mené une très mauvaise campagne avec un très mauvais candidat,
et avait perdu le contact avec une grande partie de la population, en particulier les travailleurs, a été de proposer une théorie du complot. Et la théorie du complot c'est la Russie qui l'a fait. La raison pour laquelle nous avons eu Donald Trump est que la Russie a créé Donald Trump. C'était littéralement l'explication. Et ils ont martelé cela pendant des années. La presse était juste obsédée par cette question, absolument obsédée par elle. Les gens y croyaient comme à une religion. Il y avait une qualité presque religieuse à cela. Je pense que cela a ajouté un élément toxique à la politique américaine, qui a également influencé la politique étrangère, à savoir que la Russie est si maléfique qu'elle a créé ce monstre dans la politique américaine, nommé Donald Trump. Je ne suis pas un fan de Donald Trump, d'ailleurs, et ce n'est certainement pas en aucune façon une défense de lui, mais c'est une reconnaissance du fait que cette création extraordinaire de ce croque-mitaine Donald Trump, avec ce croque-mitaine maître de Poutine, est une pure fantaisie. Oui. Mais c'est ce que nous avons. Et ça a grandement intensifié la haine de la Russie, devenant une haine intense et personnalisée par une grande partie de la population américaine. Nous avons assisté à un réalignement dans la politique américaine. Traditionnellement, c'étaient les démocrates qui étaient le parti un peu moins belliqueux. Ils étaient toujours belliqueux, mais pas autant que les républicains, et pas aussi enthousiastes à propos des dépenses militaires, des choses comme la Central Intelligence Agency, etc. Maintenant, c'est inversé. Et maintenant, les démocrates sont beaucoup plus le parti belliqueux. Un événement qui s'est produit hier soir est que Donald Trump a prononcé ce qu'on appelle un discours sur l'état de l'Union. C'est un grand discours annuel que le président prononce devant le Congrès, et c'était un événement très partisan. Les démocrates ont fait ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire mettre en avant une figure montante de leur parti pour répondre au discours sur l'état de l'Union. Les démocrates ont choisi Elissa Slotkin, qui est représentante du Michigan, nouvellement élue, et qui avait passé sa carrière à la Central Intelligence Agency. Dans son discours, elle a commencé par souligner à quel point elle était fière d'avoir travaillé pour la CIA. Au milieu de son discours, elle a noté qu'elle était très en colère contre Trump pour s'éloigner de l'héritage de Ronald Reagan, et à quel point Ronald Reagan était un grand président. Et Ronald Reagan était très doué pour confronter les Russes, quelque chose que Trump ne ferait soi-disant pas. Et cela implique très fortement deux choses. Tout d'abord, les démocrates sont maintenant le parti de Ronald Reagan. Deuxièmement, les démocrates sont le parti de la Central Intelligence Agency. On a l'impression que la représentante Slotkin n'est pas la représentante du Michigan, elle est la représentante de la CIA. Et donc, nous avons une situation où de plus en plus ce sont les démocrates qui s'identifient à Ronald Reagan et à des personnes comme la famille Cheney, Liz et Richard Cheney. Et les démocrates ont maintenant une histoire d'amour avec les services de renseignement, à commencer par la CIA et le FBI. Et donc c'est un véritable réalignement dans la politique américaine. C'est d'une ampleur dramatique. Donald Trump n'est pas un homme de paix, cela ne fait aucun doute, mais il n'est certainement pas très enthousiaste à l'idée de faire de nouvelles guerres. Il est quelque peu sceptique quant à l'idée de nouvelles guerres. Je pense qu'il comprend instinctivement tout d'abord que le public ne veut vraiment plus de cela. Le public en a assez des guerres. Si Donald Trump est une chose, il n'a pas la tête pour la politique. Mais il a le flair pour la politique. Et je pense qu'il comprend ce que le public américain veut vraiment, à savoir pas de nouvelles guerres à ce stade. Et les démocrates semblent s'accrocher à l'idée d'avoir guerre après guerre après guerre, et ils ne veulent pas renoncer à cette guerre, même si c'est très clairement une défaite, comme l'a noté Janet. Et donc,
Il y a un élément d'irrationalité ici des deux côtés de l'allée, je dirais. Et un autre point que je veux souligner est que les États-Unis ont une tradition selon laquelle les grands présidents américains, pour utiliser cette expression, sont des présidents qui se concentrent sur la politique étrangère. Chaque président depuis Truman ne s'intéresse pas tant que ça à la politique intérieure pour la plupart. Il s'intéresse à la politique étrangère. Et cela signifie généralement être un président de guerre. Les présidents américains aspirent à être des présidents de guerre parce que c'est ce qui produit la grandeur présidentielle. Joseph Biden devrait en être le point culminant. Je n'ai aucun doute qu'il se voyait, comme vous le savez, en train de déclencher une guerre avec la Russie, et il ne fait aucun doute qu'il a provoqué cette guerre avec la Russie. Déclencher une guerre avec la Russie lui permettrait de devenir un président en temps de guerre. Il s'attendait à vaincre la Russie, à la faire sortir de la Ligue en tant que grande puissance. Il réaffirmerait la grandeur américaine pour les décennies à venir, et il entrerait dans l'histoire comme l'un des grands présidents américains. Je suis sûr que c'est ainsi qu'il voyait cela. Le résultat était un désastre. Je veux dire, la vérité est que toutes les guerres que nous avons eues ont été des désastres. L'Irak a été un désastre. L'Afghanistan a été un désastre. Renverser Kadhafi a été un désastre. Si vous regardez de près, Ladisniega Ziegler Grover Deka Reds est désespéré. Vraiment, les guerres yougoslaves que les gens présentent comme des succès étaient aussi des désastres, même si les gens ne s'en rendent pas encore compte. Et surtout, la guerre avec la Russie va être un désastre colossal, même si elle semble se terminer maintenant. Et il n'y a vraiment aucun sentiment que les gens apprennent de leurs erreurs. Au contraire, président après président veut continuer à déclencher de nouvelles guerres en imaginant qu'elles seront meilleures que la dernière. Mais en fin de compte, je pense que la cause profonde de cela est les intérêts acquis et le désir des intérêts acquis. Ceux qui ont un intérêt monétaire dans la guerre et le militarisme, c'est vraiment la racine du problème. Mais cela produit finalement un certain, et nous voyons certains des effets de cette folie maintenant. Jean, je veux dire, nous avons eu d'autres moments où des sociétés entières sont devenues folles à un degré extrême. Nous avons eu les Soviétiques qui ont eu ce moment et ont tué des millions des leurs dans les années 30 et 40, où ont laissé des millions mourir. Nous avons eu les Chinois dans les années 50 et 60, qui ont de nouveau tué des millions des leurs et détruit une bonne partie de leur propre patrimoine chinois. Ce sont des moments où les pays se tournent vers l'intérieur et deviennent autodestructeurs. Pensez-vous que nous sommes actuellement dans une phase autodestructrice en Occident, où cette autodestruction est également couplée avec, en gros, l'invitation à une destruction étrangère de soi? Oui. Eh bien, je pense que nous avons déjà abordé cela d'une manière qui est totalement autodestructrice. Parce que le fait est qu'il n'y a personne sur Terre qui veut s'en prendre à l'Europe ou à l'Amérique, ce qui pourrait sembler étrange. Mais la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, les ennemis habituels, ne sont pas capables et ne sont pas intéressés à combattre ou à remplacer les États-Unis ou à détruire New York ou quelque chose de ce genre. Le fait est que nous vivons avec ce que Chalmers Johnson a également appelé l'effet boomerang. Ce qui revient maintenant, ce sont les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé. Et bien sûr, cette politique désastreuse concernant l'Ukraine qui n'aurait jamais dû se produire, également parce que le peuple ukrainien ne voulait pas de l'adhésion à l'OTAN. Il n'y a aucune indication de cela avant ou après l'invasion. Vous faites juste cela. Vous n'écoutez personne. Vous conduisez vos propres politiques d'hubris. Vous pensez pouvoir tout vous permettre. Et à la fin, vous savez ce qui se passe.
c'est que quiconque est numéro 1 ou se voit comme numéro 1 dans un système va tomber à moins d'avoir une grande dose d'humilité et de sagesse. Parce que si vous êtes numéro 10 dans un système, vous avez 9 autres à apprendre. Mais si vous êtes numéro 1, vous n'enseignez que, vous n'apprenez pas et vous ne ressentez pas ce qui se passe. Il y a maintenant une pensée de groupe gigantesque où les gens en Occident, toute l'Union européenne, en particulier les femmes qui en font partie, Mette Frederiksen au Danemark, von der Leyen et la politique étrangère Kallas, sont totalement convaincus que leurs politiques sont les seules possibles. Et cela signifie un énorme armement, un réarmement maintenant. Parlons de 800 milliards de dollars de plus en Europe après toutes ces augmentations déjà. Et je vous signale que le niveau d'intellectualité est indiqué par le fait que tout le monde parle sérieusement des dépenses militaires comme d'un pourcentage du produit national brut. Je veux dire, c'est pervers, c'est absurde. Ce que vous faites, normalement, c'est une analyse complexe des menaces civiles et militaires sur un horizon temporel de 20 ans ou autre pour votre pays. Et ensuite, vous allouez. Vous découvrez quelles menaces vous pouvez traiter, lesquelles vous ne pouvez rien faire, lesquelles sont probables ou peu probables. Et ensuite, vous mettez de l'argent de côté et le trouvez dans un budget. Toute cette histoire de dépenses militaires, comme 2%, 3%, 5% du produit national brut, est pour les idiots. Ce sont des nains intellectuels, car ce n'est pas une façon de décider quelle devrait être votre politique de sécurité. Il y a une marchandisation totale. Il y a une pensée capitaliste, selon laquelle tout tourne autour de l'argent. On met de l'argent de côté, puis on résout le problème. Non, vous ne le faites pas. Vous finissez dans le militarisme et l'autodestruction. C'est très tragique. C'est très tragique. Je ne sais pas si l'exemple historique que vous avez donné, que ce soit la Chine ou la Russie, s'appliquera à l'Occident. Mais c'est la tendance fondamentale que l'on observe actuellement. Et M. Trump tombera aussi. Tous ces projets ne peuvent pas réussir. Prendre le Groenland, prendre le Canada, est sérieux? Faire de Gaza un Las Vegas. Je veux dire, c'est bizarre. Cet homme se heurtera à un mur après l'autre à long terme. Ou pas si long terme. Mais le chiffre du PIB, comme les dépenses militaires en pourcentage du PIB, est encore plus stupide, parce que vous pourriez atteindre cet objectif simplement en divisant votre PIB par 2, n'est-ce pas? Si votre économie baisse et que vos dépenses militaires restent les mêmes, vous atteindrez effectivement ces chiffres. C'est stupide, à tant de niveaux. Et c'est ce qui se passe en Europe maintenant. David, penses-tu que tu trouveras des traces dans les archives sur la façon dont cette manipulation narrative se produit? Tu sais, c'est une idée nouvelle, cette narration de la dette par rapport au PIB pour les dépenses militaires. Et nous avons eu d'autres moments similaires. Je veux dire, nous parlons souvent de cela dans les relations internationales et la science politique, comme une sécurisation, transformant tout en problème de sécurité. Et je pense que l'idée que tout est une guerre a plus ou moins commencé quelque part autour de l'idée de la guerre contre la drogue, puis la guerre contre le terrorisme. Et tout devient une guerre, et nous créons mentalement un champ de bataille pour tout. Même le Covid a clairement été présenté comme une guerre, n'est-ce pas, avec les aides de première ligne, etc. Et si vous y réfléchissez, le droit international a essayé de faire le contraire. Le 19e siècle était un mouvement pour essayer de créer des distinctions claires. Guerre, pas guerre, civil et combattant. Et clarifier cela pour rendre la guerre aussi petite que possible. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à l'étendre à tout. Par conséquent, tout, même les ennuis, redevient une question de guerre. Pensez-vous que nous devons également analyser les mots et comment ils se sont égarés?
Eh bien, ce que vous décrivez ici en termes de militarisation de tout, en termes de langage, a commencé avec le début de la guerre froide. Les États-Unis, en particulier, je pense à la façon dont Eisenhower voulait créer le système d'autoroutes inter-États, de grandes autoroutes basées sur les autoroutes allemandes. Il a dû l'appeler la loi sur les autoroutes nationales inter-États et de défense de 1956, parce que la justification était que c'était un moyen d'intégrer les réseaux de défense régionaux. Donc même quelque chose qui était vraiment de nature purement civile devait être vendu en termes militaires, parce que c'est la seule façon de vendre les choses. En 1958, il y a eu la loi sur l'éducation à la défense nationale, qui a augmenté l'aide fédérale à l'éducation scientifique et mathématique à travers le pays. Cela a été justifié en termes militaires. Nous devions rivaliser avec les soviétiques. Donc, pratiquement tout ce qui a été fait comme les droits civiques et la décision de déségrégation était ressenti et il était dit ouvertement que nous devions faire cela en partie parce que les soviétiques tiraient une valeur de propagande de la discrimination et du racisme américain en opprimant les Afro-Américains. Tout cela était fondamentalement mauvais pour l'Amérique du point de vue de la guerre froide. Ainsi, la guerre froide a été utilisée pour justifier tout. Et il ne devrait pas être surprenant que cela ait simplement continué dans la période post-guerre froide. Une partie de cela, encore une fois, a des causes profondes que j'ai identifiées. Mais un élément de cela est la paresse intellectuelle, que nous continuons simplement à faire la même chose que nous avons toujours faite. Un exemple de cela est « Pourquoi avons-nous choisi la Russie comme notre ennemi ?» Eh bien, nous sommes habitués à avoir la Russie comme ennemi, parce que dans la version antérieure de l'Union soviétique, ils étaient notre ennemi. Donc si vous allez créer un ennemi, pourquoi ne pas simplement utiliser celui que nous avons toujours eu? Et donc je pense qu'une partie de cela était juste une sorte d'inertie mentale. Néanmoins, il y avait certainement un effort pour trouver un ennemi. Dans les années 1990, les gens disaient combien ils regrettaient la fin de la guerre froide et combien l'Amérique a besoin d'un ennemi pour organiser sa politique étrangère, pour justifier sa présence à l'étranger, pour justifier l'OTAN, pour justifier toutes ces choses. Et donc, il y avait vraiment une recherche active d'un ennemi, et il n'est pas surprenant que nous en ayons trouvé un. C'était un résultat inévitable d'un effort pour justifier la continuation des politiques, essentiellement de la guerre froide, alors que la guerre froide était terminée. Jean, parce que tu parles aussi des médias. Et si tu te souviens, je veux dire, les années 2000 ont aussi été les années de tous ces films, comme Independence Day et Armageddon. Tu sais, la menace de la guerre froide externe avait disparu, mais James Bond est resté. L'idée, avec la licence de tuer et du mal à l'étranger, que les bons chevaliers brillants doivent aller vaincre. Donc, en un sens, sommes-nous restés culturellement bloqués là? Dans une mentalité qui nous a ensuite fait retrouver tous les ennemis dont nous avions besoin. Oui, c'est une chose. Je pense que ça a toujours été là. Vous entrez dans n'importe quelle librairie aujourd'hui. Il y a des tonnes de livres sur l'histoire de la guerre. Pas de livres sur l'histoire de la paix. Vous vous promenez dans les villes. Il n'y a pas de musée de la paix. Seulement des musées ou des mémoriaux de guerre. Même la mode est maintenant influencée par l'armée, avec le camouflage ou autre. Même les voitures ressemblent maintenant à des chars, avec une esthétique très brutale, alors que quand j'étais enfant ou plus jeune, une belle voiture était une chose longue, basse, élégante, avec une puissance brute et des trucs comme ça. Et le mot paix a disparu. Nous en sommes au point où la paix a disparu de la recherche, de la politique et des médias.
Je ne me souviens pas avoir entendu un journaliste en Scandinavie demander au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense, « Pensez-vous que cela mènera à la paix ?» ou « Comment pensez-vous que votre politique mènera à la paix ?» La paix est maintenant utilisée comme Stoltenberg l'a utilisée dans l'OTAN. L'armement et la guerre sont la voie vers la paix. Vous savez, c'est une formulation orwellienne. Et donc je pense que nous avons toujours été une culture militariste. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf dans le sens où cela a été intensifié énormément ces dernières années. Et que, comme je l'ai dit, l'Occident chrétien semble ne pas pouvoir vivre sans ennemis. Et c'est très tragique, vous savez. Les bouddhistes et les confucianistes, etc., peuvent vivre avec des amis. Nous ne pouvons pas vivre avec des amis. Nous voyons tout le monde comme potentiellement un danger. Qu'il s'agisse d'immigrants, de pays, d'économie, de nouvelles technologies ou de tout ce qui est perçu sous le spectre de l'inimitié, plutôt que « oh, coopérons et voyons ce que nous pouvons faire ensemble ». Et mon jugement est que l'Occident est fini. C'est juste à quel point cela va empirer avant qu'ils ne reconnaissent qu'il est fini. Parce que les 88% de l'humanité mondiale qui n'appartiennent pas à l'Occident avancent déjà à grands pas en disant que l'Occident est génocide, l'Occident est guerre permanente, l'Occident est militarisme, l'Occident est un président américain fou. Faisons quelque chose de plus sérieux. Et c'est très tragique. Je n'ai jamais été anti-occidental, mais je vois avec une grande tragédie et une douleur dans mon cœur comment l'Occident se détruit lui-même. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Je veux dire, surtout aux États-Unis. David, si vous comparez ce qui se passe maintenant et comment les États-Unis sont conscients de toute la partie armement, vous savez, le complexe militaro-industriel. Si vous comparez cela à il y a 100 ans et au comité Nye et à l'indignation aux États-Unis, une fois qu'il est devenu clair à quel point les États-Unis neutres ont bénéficié de la vente d'armes à tous les camps de la Première Guerre mondiale, surtout du côté des Alliés, cela a été un véritable choc pour la psyché américaine. Le comité Nye a travaillé tout cela, puis il a créé ses lois de neutralité aux États-Unis qui étaient censées maintenir les États-Unis hors de la guerre. Cela n'a pas fonctionné. Cela a pris une direction complètement différente. Mais pouvez-vous voir une trajectoire de l'engagement des États-Unis avec cela? Dire qu'un tournant majeur a été la mort de Franklin Delano Roosevelt et que selon mon estimation, Roosevelt n'avait pas l'intention d'engager les États-Unis dans un conflit avec les Soviétiques. Il a évidemment engagé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il était désireux de le faire pour diverses raisons, mais il voulait que ce soit un événement singulier. Toutes les preuves que j'ai vues montrent qu'il n'avait pas l'intention de déclencher une guerre froide. Ni l'intention, c'est très intéressant, qu'en construisant le Pentagone qu'il a construit à grands frais, il n'avait pas l'intention qu'il soit occupé par l'armée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était considéré comme trop grand pour eux, ce qui est significatif. Harry Truman, bien sûr, l'a remplacé. Nous savons tous essentiellement ce qui s'est passé après cela. Mais je pense en particulier à un discours très célèbre qu'il a prononcé en 1944, dans lequel il proposait de garantir de manière élaborée le plein emploi, les soins de santé garantis et le logement garanti. Il parlait essentiellement de transformer assez explicitement les États-Unis en ce que la Suède est devenue à son apogée, pourrait-on dire, durant l'âge d'or de la social-démocratie. C'était explicitement le langage qu'il utilisait dans ce discours. Fait intéressant, dans ce discours et d'autres similaires, il ne disait rien sur le fait de faire des États-Unis une puissance militaire avec des bases à l'étranger. Il n'y avait rien à ce sujet. Cependant, il faisait des remarques nationalistes, d'une sorte intéressante. Il a dit,
C'est pratiquement presque une citation directe. C'est notre devoir de poser les bases d'un niveau de vie américain plus élevé que jamais connu auparavant. Et donc c'est intéressant. Un niveau de vie américain suggère une sorte de « nous montrerions la grandeur nationale en montrant au monde comment nous traitons bien notre propre peuple, le haut niveau de vie que nous offrons à notre propre peuple. » Conception très différente de la grandeur nationale par rapport à ce qui s'est passé après 1945, bien sûr. Mais je trouve cela plutôt intéressant. Les Américains sont un peuple nationaliste. Personnellement, je ne le suis pas. Je ne vois pas de grands besoins pour les nations, mais la plupart des Américains sont très nationalistes. Et il y a différentes façons de faire appel au nationalisme. Et une façon est de donner aux gens un haut niveau de vie, montrant quel grand pays nous sommes. C'est une façon de faire. Et je pense que, vous savez, les États-Unis sont devenus obsédés par l'idée de montrer le nationalisme en termes d'expansion militaire à l'étranger. Je pense que nous sommes à la fin de ce processus, parce que les États-Unis ne sont tout simplement plus ce qu'ils étaient. Le déclin américain était inévitable. C'était simplement basé sur le fait que la Chine croît beaucoup plus rapidement que les États-Unis. Mais les deux guerres, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, ont considérablement accéléré le déclin américain. Et donc les choses ne seront plus les mêmes après cela. Et je pense que nous, aux États-Unis, devons repenser ce que signifie définir le nationalisme américain. Je ne vois pas le nationalisme américain disparaître simplement parce que je pense qu'il est tellement ancré dans la psyché nationale. Mais je pense qu'une idée de redéfinir le nationalisme, en s'éloignant du militarisme et en s'éloignant de l'idée d'expansion militaire, est la voie que j'aimerais voir. J'espère que, vous savez, en aucun cas Trump ne serait essentiellement le porteur de cela, mais il pourrait y avoir une sorte de mouvement authentique pour la paix qui serait orchestré autour de l'idée de niveau de vie élevé au lieu de l'expansion militaire. En Europe, j'espère voir cela aussi. Je veux dire, certaines des personnes que j'ai observées en Europe sont notamment Sarah Wagenknecht, dont je ne sais pas ce que vous, messieurs, pensez d'elle, mais j'avais de grands espoirs pour elle. J'ai été très désolé de voir qu'elle n'est pas entrée au Bundestag, mais il me semblait qu'elle offrait une vision quelque peu similaire à ce que je présente ici. Que cela est très mauvais pour le peuple allemand, car cela abaissera leur niveau de vie, cela nuira à leur état-providence. Et elle exprime cela de manière très éloquente. Et j'espère que nous verrons plus de cela se produire des deux côtés de l'Atlantique. Oui, mais tout comme, vous savez, l'extrême droite, l'AfD a en fait des motivations différentes, mais c'est une rhétorique similaire. Parce qu'ils disent que c'est mauvais pour l'Europe si nous bombardons les pays du Moyen-Orient, car alors tous ces gens du Moyen-Orient viennent en Europe, et nous ne les voulons pas ici. Par conséquent, ne bombardons pas leurs maisons, ce qui, je pense, est une motivation étrange. Mais la conclusion est correcte. Nous n'aurions pas dû bombarder ces gens, parce que personne ne veut vraiment se tromper, n'est-ce pas? Et les Européens devraient comprendre cela. Mais tu sais, Jeanne, le fait est que selon moi, les Européens ne sont pas, la plupart d'entre eux, sont beaucoup moins nationalistes ou patriotiques que les Américains. Il y a beaucoup moins de brandissements de drapeaux, du moins dans la plupart des pays européens, si je compare à ce que je vois aux États-Unis. Mais ils suivent cette façon de penser américaine sur ce que signifie la grandeur. Et pour les Européens, la grandeur signifie faire partie de l'alliance où le leader a toutes ses bases. Peux-tu en faire un sens psychologiquement? Oui. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas psychologue. J'aimerais ces jours-ci avoir été formé comme tel. Non, je ne peux pas.
Mais je pense que la tragédie de l'Union européenne a été qu'elle n'a fondamentalement jamais réussi à devenir une autre puissance occidentale. Elle n'a jamais pu se manifester en tant qu'européenne vis-à-vis des Américains. C'est une soumission totale intellectuelle, économique, technologique, etc., qui bien sûr est transmise ou transférée par l'adhésion à l'OTAN en ce qui concerne la politique de sécurité. Et vous avez encore toutes ces personnes, après ce qui s'est passé et ce que Trump a fait ces derniers mois. C'est toujours, vous savez, aussi tard que ce matin, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, dit que les États-Unis sont toujours notre allié le plus important. Elle n'est pas consciente que c'est déjà fini. Et elle en parle après que Trump a dit qu'il voulait le Groenland. Il l'a dit hier soir aussi. Et je pense que nous allons l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, ici vous avez un président qui transforme d'autres territoires en Amérique. Et vous n'avez même pas de protestation contre cela. And his name is not Vladimir Putin. Et son nom n'est pas Vladimir Poutine. Et pourtant, les Européens. Mais c'est une tragédie. C'est une tragédie pour l'Europe. Ils ont tous été engagés à 100% avec Poutine. Et ils ne voient pas que la menace vient maintenant de l'Ouest, de la Nouvelle-Amérique. Et je peux vous dire qu'il y a maintenant 2 guerres froides en Europe. Il n'y en a pas une, comme il y en a toujours eu. Il y a 2 guerres froides. L'Europe est condamnée parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'elle doit se tenir d'une manière complètement différente sur ses propres pieds. Il y a Konkerfofwash, ce qui signifie l'indépendance économique et ne pas gaspiller d'argent en guerre et en soutenant l'Ukraine. Vous devriez soutenir une solution de paix, une solution négociée et plus de bêtises sur l'armement de l'Ukraine pour vaincre la Russie. C'est là où en sont encore les dirigeants européens. Et c'est sacrément dangereux. Peut-être que le dernier mot devrait revenir à David, car c'est ton projet. Vois-tu ou as-tu une hypothèse sur ce qui peut changer cet état de guerre permanent? Sommes-nous condamnés à vivre avec? Ou avons-nous besoin d'un miracle pour en sortir? Ou à un moment donné, la prise de conscience politique interviendra-t-elle que c'est soit l'état de guerre permanent, soit l'humanité? L'un des deux partira. Eh bien non, en fait, désolé, l'état de guerre permanent partira avec Syrah. C'est comme le cancer s'y dévore son hôte. Ce que j'espère voir à l'avenir, c'est un mouvement anti-guerre de la gauche émerger des 2 côtés de l'Atlantique. Vous savez, la plupart de la gauche a essentiellement abandonné l'anti-guerre. C'est très frappant, encore une fois, en Allemagne, nous en avons déjà discuté, comment les Verts sont passés d'un parti presque pacifiste à l'un des partis les plus belliqueux d'Europe. Et j'aimerais voir, en conséquence, ce que vous avez, c'est l'AfD, comme cela a été noté, qui est maintenant le principal parti anti-guerre. Et c'est un parti très dangereux à mon avis pour toutes sortes de raisons. Donald Trump est une figure très dangereuse. Et l'idée est que si l'anti-guerre est abandonnée par la gauche, alors la droite s'en emparera. De plus, je pense qu'il y a un élément de classe, la classe ouvrière. Thomas Piketty a noté que c'est clair et net. La gauche des 2 côtés de l'Atlantique, tant la gauche établie, les partis socialistes en Europe, que le Parti démocrate des États-Unis, mais aussi la gauche activiste, ont abandonné la classe ouvrière. La classe ouvrière vote maintenant pour la droite. Donald Trump a obtenu beaucoup plus de votes de la classe ouvrière que les démocrates. La gauche activiste est encore plus chic que les démocrates aux États-Unis. Et je pense que dans cette brèche tomberont des gens comme Donald Trump. Si la classe ouvrière n'est pas mobilisée par la gauche, elle le sera par la droite. J'aimerais voir émerger un type de gauche plus authentique des 2 côtés de l'Atlantique, revenant à ses racines ouvrières et s'éloignant des personnes avec des diplômes avancés et des revenus élevés, des gens comme moi.
et aussi adopter une position anti-guerre, en notant que la guerre est mauvaise pour le niveau de vie, en commençant par ce fait. Et c'est mauvais d'autres manières aussi, évidemment. Mais je pense que je suis très impressionné par l'idée que la plupart des gens s'intéressent à payer le loyer. C'est la première chose, rembourser leur carte de crédit. Et je pense que si vous pouvez atteindre les gens en fonction de leurs besoins financiers immédiats, c'est la meilleure façon de les atteindre. J'espère qu'à l'avenir, nous verrons quelque chose de ce genre émerger, à la fois en Europe et aux États-Unis, et que cela marginalisera des partis comme l'AfD et des mouvements comme Make America Great Again, et produira une gauche anti-guerre plus substantielle. Le public se mobilisera, et ce sera le public qui insistera pour que l'argent soit dépensé pour le beurre, pas pour les armes. C'est mon espoir. S'il y a une issue, je pense que c'est la seule que je puisse voir. J'aime les derniers mots, bien que, vous savez, nous savons maintenant où nous voulons aller et nous avons le grand espace vide de comment y arriver. Mais nous remplirons cet espace vide petit à petit. Messieurs, je voudrais vous remercier tous les deux pour votre temps aujourd'hui. David Gibbs aux États-Unis et Jan Öberg en Suède. Merci. Mine. Merci Pascal. Merci Dr. Jan Öberg. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Jan. Merci beaucoup. Vous aussi.